Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Alors, deux actus cette semaine, Marion. On commence par le virus du sida, qui n'a pas dit son dernier mot. Et ça, c'est suite à un rapport de l'ONU-SIDA qui est paru, je crois, le 12 juillet. Et ensuite, tu as cherché comment se reconstruira la mémoire des attentats du 13 novembre à Paris. Donc, c'est un mécanisme certainement valable, bien sûr, dans d'autres conditions d'attentats, et ce, partout dans le monde. Marion, on t'écoute. Alors merci Karine pour cette introduction. Alors effectivement, le 12 juillet dernier, le programme de l'ONU contre le sida, donc comme tu l'as dit qui s'appelle ONU-SIDA, a publié un rapport qui rappelle qu'il y aurait encore près de 36,7 millions de porteurs du virus dans le monde. On a à peu près 2 millions de personnes infectées chaque année depuis 2010. Donc c'est des chiffres élevés qui m'ont donné envie de vous parler de ce sida qui semble ne pas avoir dit son dernier mot. Alors SIDA, c'est l'acronyme pour syndrome d'immunodéficience acquise. Le sida, c'est une maladie qui est causée par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus s'attaque au système nerveux, il prend son contrôle et il le détruit. Ça s'attaque au système immunitaire. Exactement. Nerveux peut-être en bout de ligne, mais en premier peut-être immunitaire. C'est bon, ça suit. Alors donc au système immunitaire, évidemment. Alors par exemple, des infections comme la grippe ou la bronchite, à cause de cette attaque, peuvent devenir graves et même tuer. Et le virus se transmet de plusieurs façons. On peut penser le sang, le sperme, mais aussi les sécrétions vaginales. Voilà, exactement. Mais il y a aussi le lait maternel. Alors par contre, il faut dire que si ces substances entrent en contact avec la peau, par exemple, évidemment, rien ne se passe. Pour que le virus soit transmis, il faut qu'il soit en contact avec une surface qui le laisse passer. Donc une muqueuse, disons. Avant de clore cette parenthèse de rappel, je veux spécifier que le sida, c'est le nom qu'on donne au dernier stade de l'infection causée par le VIH. Donc c'est pour ça qu'on peut être porteur du virus sans avoir le sida. Alors tu disais qu'il y avait environ 2 millions de gens qui étaient infectés tous les ans en fait, mais est-ce que l'épidémie elle est plutôt en déclin ou alors on voit une augmentation ? En fait, elle avait atteint un pic en 1997 et cette année-là, il y avait eu 3,7 millions de personnes qui avaient été infectées. Et puis, il y a eu un déclin qui s'est a priori arrêté en 2010. Alors, en cause, on a différentes choses et notamment des fortes augmentations en Europe de l'Est et en Asie centrale. Et la plus forte augmentation, elle est à noter en Russie. Il faut savoir que le pays est un des rares dans lequel l'épidémie n'a jamais cessé de progresser. Pour illustrer, on avait en 2010 environ 500 000 personnes qui portaient le virus. Et aujourd'hui, au début de l'année 2016, disons, il y a entre 1 et 1,5 million en fonction des sources de porteurs. Donc autrement dit, ça concerne 1% de la population russe. C'est donc absolument énorme. Et pour comparer, au Canada, on parle de 0,2% de la population. Ok, mais alors, qu'est-ce qui se passe en Russie ? Pourquoi il y a un tel... On peut dire que là-bas, le virus est tabou, on l'associe à l'homosexualité et à l'adultère. Les moyens pour lutter efficacement contre la maladie sont insuffisants. Et puis, comme cerise sur le gâteau, je vais dire, il y a la populaire église orthodoxe qui s'oppose à l'utilisation du préservatif. Alors, il n'y a pas que l'église orthodoxe et pas que là, je vous rassure malheureusement. Et pourtant, on le dira jamais assez, mais le préservatif, le condom, la capote, peu importe la manière dont on le nomme, eh bien, son utilisation doit devenir systématique. On doit pouvoir s'en procurer facilement dans les écoles, dans les toilettes, dans les établissements publics. Et ça, c'est encore plus vrai quand il y a des événements qui facilitent les rencontres. Et il y en a un actuel qui arrive très vite, là, les Jeux Olympiques. D'ailleurs, Rio ne fait pas dans la demi-mesure avec ses athlètes, puisque le ministère brésilien de la Santé va distribuer gratuitement 450 000 préservatifs. Autrement dit, c'est 42 par athlète. Ouais, je sais pas ce qu'ils prévoient en plus des Jeux Olympiques, mais... Mais là, du coup, tu nous parles d'événements rassembleurs et justement, ton autre actualité, elle est très actuelle avec l'attaque en France cette semaine à Nice, mais elle cessera sans doute d'être actuelle, elle ne cessera pas, d'être actuelle pour d'autres villes dans le monde. Alors, c'est vrai qu'après les événements du 14 juillet, donc à Nice, comme tu l'as dit, je vous rappelle, un camionneur que je vais qualifier de fou a foncé sur la foule et a fait plus de 80 morts. J'avais envie d'en savoir plus sur ce que la science pouvait apporter à ces événements tragiques. Peut-être que la science pouvait aider à mieux comprendre, éventuellement. Et il se trouve que justement, un programme de recherche sur le thème de la construction de la mémoire après les attentats de Paris, donc du 13 novembre, vient de démarrer. Le nom du programme, c'est 13 novembre. Et c'est une date qui résonne et qui résonnera, à mon avis, comme celle du 11 septembre.
Pour l'historien Denis Péchanski et pour le neurologue Francis Eustache, qui travaillent tous les deux dans ce programme et qui se sont confiés au journal du CNRS. Donc le CNRS, ça veut dire Centre National de la Recherche Scientifique. Alors pour ces deux personnages donc, c'est un moyen, ce programme, de répondre à la question mais que peut-on faire quand on est scientifique face à cet événement qui a ébranlé la France entière et le monde finalement? Ça peut être un moyen de mettre les outils et les compétences dont les scientifiques disposent au service des victimes pour tenter de comprendre éventuellement sur le long terme. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce programme ? Alors, l'étude s'intéresse à une cohorte de 1000 personnes qui ont été les témoins directs ou indirects des attentats du 13 novembre. Les témoignages sont recueillis en ce moment même, ils vont continuer à l'être jusqu'à cet automne, et ils vont l'être à nouveau dans 2 ans, dans 5 ans et dans 10 ans. Oh, wow. Il s'agit d'entretiens filmés. Le but, c'est que les scientifiques puissent étudier les expressions faciales, les silences, les débits de parole, mais aussi les mots les plus utilisés. Chez les personnes les plus directement concernées par les attentats, et donc là, je parle des personnes qui sont touchées ou de leurs proches, ou bien des gens qui habitaient le quartier, les scientifiques feront aussi des tests neuropsychologiques et ils vont utiliser notamment l'imagerie cérébrale pour étudier de plus près l'état de stress post-traumatique. L'idée, notamment, c'est de tenter de comprendre comment les individus arrivent à contrôler ou non les intrusions. Les intrusions, c'est quoi ? C'est des images et des pensées qui s'imposent au sujet et dont il ne parvient pas à se détacher. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit un tel programme lancé après des attentats ? Non, en fait, après les événements du 11 septembre, il y avait aussi des témoignages qui avaient été recueillis comme ça sur le long terme. Mais selon les scientifiques, le programme 13 novembre est une première mondiale de par son ampleur, parce qu'effectivement, il regroupe 6 laboratoires et il embarque des historiens, des neuropsychologues, des mathématiciens, des lexicologues, des sociologues et même des juristes. Alors 13 novembre, le programme donc souhaite aller plus loin en s'intéressant à la mémoire de chacun, mais aussi à la mémoire collective d'un événement en train de se construire. Alors, chaque fois qu'on évoque un souvenir, le cerveau le réencode pour le consolider, mais il le transforme aussi. C'est vrai qu'en fonction du contexte de ce retour en arrière, de ce souvenir qu'on évoque donc, et notamment en fonction des personnes à qui on en parle, on n'insiste plus sur tel ou tel détail, ou on en gomme d'autres. Alors l'idée, c'est de mieux comprendre comment au fil du temps, la mémoire individuelle et la mémoire collective s'articulent et s'influencent pour aboutir à un discours cohérent. Un discours qui a un sens à la fois pour l'individu mais aussi pour la collectivité. Alors il va y avoir aussi un travail sur les réseaux sociaux avec une analyse de l'ensemble des tweets qui ont été échangés pour comprendre comment l'information ou la rumeur se sont diffusées. Et ça c'est intéressant aussi parce qu'on sait tous à quel point ça dégénère vite. Oui, tout à fait. Donc une affaire à suivre, Marion, merci beaucoup. Et on retrouvera la vidéo de ta chronique sur le YouTube de l'émission L'œuf ou la poule. Merci Marion. Merci.